Hello! Et oui, j'ai toujours ma chemise, hein, parce que comme vous savez, enfin, bon, vous savez peut-être pas, mais je tourne plusieurs vidéos d'un coup, puisque voilà, ayant une vie de famille, j'essaye de faire des bulks, hein, donc voilà, non, je ne porte pas tous les jours la même chose, voilà, c'est juste, j'ai fait 3 vidéos d'un coup. Donc bah, j'espère que ma voix va tenir le choc, parce que 3 vidéos avec une voix qui est en train de se barrer, hein, ça va pas être évident, mais on tient le choc, on continue, et en plus je suis trop contente de faire cette vidéo, parce que je vous parle de mes lectures du mois de mars, et c'est un mois qui a été beaucoup plus satisfaisant que mon mois de février, et ça c'est cool, même si, côté pâle, ça s'est pas hyper bien passé. Du coup, j'avais fait une pile à lire au mois de mars où j'avais à nouveau choisi 3 mots, qui étaient donc les mots époque, amour épique et soleil. Et sur les 15 livres, j'en ai fini 3, j'en ai commencé 4. Donc, on peut pas dire que ça s'est non plus ultra bien passé. Hein. Donc, je vous parle du coup de ceux que j'ai commencé, et ensuite je vous parle du reste. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je pense que je suis quand même assez en paix avec mes décisions d'arrêter de regrouper ça dans des mots, parce que ça donne justement toujours une même saveur. À ce que je vais lire, et qu'en effet, 5 livres qui ont un peu la même saveur, je pense que ces temps-ci, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je préfère avoir 15 livres hyper différents, et comme ça je pioche en fonction des envies, tout en essayant de faire diminuer ma palle, en lisant un classique, etc., et en sortant des mamies de ma palle. Donc ça fait toujours partie de mes objectifs quand même à chaque mois, mais voilà, en ayant peut-être une diversité un petit peu plus étoffée, plutôt que des livres qui se ressemblent pas mal. Donc voilà, donc pour ceux que j'ai terminé les Roxby, le tome 2, donc ça je suis contente parce que j'avais un tome 1 et 2 en e-book, et comme ça, voilà, c'est mis de côté, et comme je vous disais, je veux lire moins d'e-book et je vais en acheter moins, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai lu, j'avais déjà lu, donc c'est pour dire, ça n'a même pas terminé ce mois-ci, j'avais déjà lu L'ombre et les orages, du coup, L'ombre et les orages de Hélène Scherer, qui était donc le dernier tome de la saga Les légendes de Tesmar, que j'avais mis dans ma palle de mars, mais que j'ai fini fin février. Et j'ai lu Mamma Maria de Serena Giuliano. Par contre, j'en ai commencé 4 autres, et je vous en parle tout de suite. Alors, j'ai commencé 4 livres, je vous dirais que, et j'en ai lu, je sais plus, 7 ou 8, c'était pas un super mois, c'était encore un mois où je commence plein de trucs, j'ai pas la tête à ça, j'arrive pas à rentrer dedans, machin. Donc il m'a fallu des lectures un peu rapide, un peu hop, et c'est terminé quoi. Et vous verrez, je pense que dans les lectures que j'ai fait au mois de mars, il y a vraiment ce côté lecture de consommation un petit peu. Ça m'a pas empêché d'avoir de très bons moments, mais voilà, comparativement au côté où j'avais vraiment envie de lecture un peu profonde, des gros pavés, des trucs un peu sérieux et tout, un peu plus riche, j'ai un peu manqué mon objectif, on va dire, parce que j'étais pas dans ce mood-là. Donc le premier livre que j'ai commencé à lire, c'est Autant n'emporte le vent, de Margaret Mitchell, donc c'est le tome 1 que moi je me fais en audio du coup sur Audible, parce que c'est la même lectrice que celle qui avait lu Les 4 filles du Docteur March, et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa voix, mais je pense que ça va être extrêmement long. Donc là on est quand même sur un premier tome sur Audible qui fait 22 heures, donc juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le temps que faisait le premier tome du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Après le film je crois fait entre 3 et 6 heures, hein, la version originale et tout machin, donc je crois que c'est ça, je vais pas dire de bêtises mais il me semble que c'était ça. Donc on peut comprendre qu'en effet j'aurais pu me dire que je m'engageais dans un truc un petit peu foireux, mais voilà, donc si vous voulez, je pense que c'est le genre de livre, c'est un peu comme Les 4 filles du Docteur March, ça se savoure, ça se picore en fait, 3-4 chapitres par 3-4 chapitres, parce que au final, voilà, on va passer un peu de temps à raconter comment Scarlett est habillée, la soirée, comment elle se passe, l'intégralité de ses prétendants. Je pense qu'on essaye vraiment de nous dresser un portrait hyper fin, hyper réaliste aussi de Scarlett et de qui elle est, pour qu'on comprenne encore mieux les enjeux de ce qui va se passer par la suite, puisque dans l'histoire, on suit bien évidemment Scarlett O'Hara, qui est donc une belle du Sud, donc vous savez, ces jeunes femmes tirées à 4 épingles, qui faisaient pas grand chose de leur vie hormis être jolies, pour être ensuite mariées avec des riches propriétaires terriens, puisque c'est quand même un petit peu ça à l'époque, et l'histoire va se passer en pleine guerre de sécession, avec du coup cette histoire d'esclavage, où là nous on va voir plutôt l'image côté État du Sud. Donc moi c'est ça qui m'intéresse aussi énormément, parce que ce livre a été quand même beaucoup critiqué il y a quelques années, et du coup il a été plus ou moins banni, alors moi c'est un truc que je ne supporte pas, hein. Et donc je voulais comprendre, en fait, me dire, est-ce que vraiment il y a une justification parce que c'est un livre qui finalement
promeut une certaine forme d'esclavage heureux et que donc c'est pour ça qu'on ne veut plus en lire, même si au contraire je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est tellement le point de vue d'une époque que c'est un très bon moyen de déconstruire du coup ce genre d'idées, mais bon ça c'est une autre histoire. Et voilà, donc j'avais besoin en fait d'avoir ce matériel en fait un peu historique, un peu concret sur ce livre-là, pour comprendre un petit peu pourquoi on l'a autant assassiné quoi, ces derniers temps. Donc voilà, donc je vais le lire au fur et à mesure, ça va me prendre un peu de temps, et puis je reviendrai vers vous, je sais pas trop quand, peut-être avril, peut-être mai, peut-être juin, sur quand je l'aurai terminé, et est-ce que j'aurai senti voilà tous ces éléments qui font un peu de ce livre un livre controversé. Ensuite, le deuxième livre que j'ai commencé et que j'ai pas fini, c'est Un royaume si maudit de Stasia Stark, qui est donc le tome 2 dans la série Un royaume si cruel et merveilleux. Le tome 1, j'ai adoré, le tome 2, j'aime bien, mais en fait, je suis à 55%, et j'ai juste pas terminé. Donc, c'est pas une histoire de j'ai envie de l'arrêter, machin, c'est plus une histoire que je le lis au fur et à mesure, mais que voilà. Donc, je vous raconterai du coup plutôt le mois prochain ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant, c'est pas un DNF, c'est juste que voilà, j'avais pas fini. Le livre suivant que j'ai commencé, c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, alors ça fait quand même 3 mois que je dis que je le commence, donc j'ai toujours lu genre 5% je pense de mon livre à peu près, 5-10%, mais en fait là pour le coup j'ai senti que j'étais vraiment dans un mood où je lisais un truc, j'arrêtais, j'en commençais un autre, j'avais genre je sais pas 8 livres en même temps, et je me suis dit non, genre j'ai vraiment envie de le lire une bonne fois, je ne lis que ça et vraiment je me concentre dessus, donc je vais attendre justement voilà un moment où j'ai terminé toutes mes autres lectures parallèles, je m'assois et je lis une bonne fois Onyx Storm, donc c'est pour ça que du coup je l'ai mis dans ma palle d'avril en espérant avoir ce moment-là, mais c'est pas assuré, et on verra bien, mais en tout cas voilà, il n'y a pas du tout de DNF de ce côté-là, c'est juste que je l'ai commencé, mais pour le moment j'ai envie de lui consacrer un meilleur moment. Et le dernier livre, là pour le coup c'est un peu plus problématique, il s'agit du coup de L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre, donc de Carissa Broadbent, qui est donc le tome 3 dans la série Le serpent et le descendant de la nuit. Donc comme vous le savez, j'ai adoré cette série, les 2 premiers tomes, je les ai dévorés, j'ai trouvé ça génial. Là, ça se passe très mal. Donc désolé de dire ça, mais je vais pas, voilà, on va pas mettre du sucre dessus, on va pas édulcorer les propos. Vraiment, ça se passe très mal, j'ai lu 25%, et alors... je ne retrouve pas du tout l'identité de l'héroïne qu'on avait pu voir dans les 2 premiers tomes, c'est-à-dire cette héroïne très solaire, très empreinte de positivité, qui va vraiment donner en fait qui va être un super bon appui, un super bon support, qui va avoir la tête sur les épaules pour ses amis et tout, qui sont en train de vivre plein de trucs dans le tome 1 et le tome 2. Là, je fais face à cette petite chose brisée, sans personnalité, qui se fait retourner le cerveau par son dieu en 5 minutes, c'en est à la fois affligeant et énervant. Enfin, vraiment, je la regarde et je suis là, mais... En fait, c'est comme... Enfin, après, c'est pas grave que l'héroïne soit comme ça, mais c'est juste que, pour moi, c'est comme si on avait écrit 2 personnages différents. Et le côté, oui, mais c'est 2 facettes d'une même pièce, bah non. Enfin là je suis désolée mais non. Alors moi en tout cas, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que justement on a l'impression d'une héroïne qui reprend en fait le contrôle sur ce qui lui est arrivé, sur sa vie et tout. Et moi c'était ce chemin de reconstruction là que j'avais envie de suivre. J'avais envie de comprendre parce que du coup on fait face à une héroïne qui a subi des événements traumatisants, qui a été transformée en vampire contre son gré et tout, donc voilà, alors qu'elle était en fait une fervente adoratrice du dieu du soleil, donc c'est quand même un peu compliqué. Là, elle se retrouve du coup dans la maison un peu de la nuit avec la déesse de Nyaxia, qui elle est complètement ennemie jurée de son dieu, donc c'est un peu cette dissonance là cognitive qu'elle vit entre et j'étais quand même une fervente adoratrice de mon dieu, mais maintenant je suis un vampire et je sais pas comment rallier mes 2 conditions. Surtout que son dieu lui en voulait, maintenant il lui en veut plus, il lui donne une mission, on sent bien que son dieu est en train de la prendre pour une énorme conne. Et elle y fonce, mais tête baissée. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en plus, quand on voit la façon dont elle est devenue adoratrice de son dieu, quand on voit en fait l'espèce de culte un peu sectaire du dieu du soleil et tout, il y a rien qui va quoi. Enfin vraiment, en tout cas moi je trouve que c'est un livre qui me met extrêmement mal à l'aise. Je trouve que le culte sectaire autour de son dieu du soleil fait vraiment espèce de gourou avec des jeunes filles qui ont 13 ans et tout. Enfin c'est dérangeant au possible quoi. Et donc le fait qu'elle se fasse manipuler comme ça m'énerve quoi. Toutes les 10 pages, je suis genre mais franchement meuf, t'es insupportable.
Et donc ça m'énerve parce que du coup dans les 2 premiers tomes, c'était tellement le personnage où tu disais ok t'en as chié mais on sent que voilà, enfin t'as décidé que t'allais surmonter le truc et tout, et là mais pas. Donc bon, j'arrête de déblatérer sur ce personnage mais bon ça m'énerve de ouf quoi, et en plus de ça, moi j'ai un vrai problème avec l'univers parce que dans les 2 premiers, on est du coup sur cette guerre inter-royaume et tout machin, c'est hyper intéressant. Là on est sur une espèce de quête parallèle où en fait ils vont descendre aux enfers, aller chercher un truc et tout, bon, pour un X et Y raison que je vous passerai. Et donc t'es en espèce de huis clos très oppressant, en fait, parce que tu sais que t'es sous la terre, ils ont descendu des tunnels et tout. Et l'autrice, en fait, s'est fait ultra plaisir dans des espèces de descriptions verbeuses, mais de dingue, et donc il y a un nombre d'adjectifs les uns à côté des autres, on n'arrive plus à les compter, quoi. Et en fait, à la fin, j'arrive même pas à me visualiser correctement les scènes. C'est-à-dire que vraiment, tu sais, je lis la phrase, je la relis, et je suis là, mais what? Et donc ça en devient très frustrant. Et donc finalement, le seul élément que j'aime pour l'instant dans cette histoire, c'est le personnage principal masculin, que lui, pour le coup, je trouve extrêmement cohérent dans le fait qu'il soit un sacré chieur. Mais voilà, au moins, c'est son personnage et voilà, on le comprend. Elle, voilà, moi je suis à 25%, je pense que si à 50%, elle commence pas à comprendre en fait qu'elle se fait manipuler comme une bleue, je pense que je vais DNF le bouquin, parce que je pense pas que j'arriverai en fait à me taper encore 400 pages, à l'écouter en fait, être là, à se mettre à genoux pour son dieu, alors que lui clairement a clairement en fait un schéma, enfin un scheme quoi, en gros un agenda on va dire en tête pour un plan pour renverser Nyaxia, et elle enfin fonce la tête baissée dedans là sans réfléchir, ça m'agace. Parce qu'il faut quand même se dire que dans les 2 premiers tomes aussi, elle fait quand même partie, vous voyez, de ce groupe de personnes qui va un peu fomenter une espèce de rébellion, qui va un peu essayer de prendre le pouvoir. Donc il y a quand même, si vous voulez, on peut pas dire que c'est une... Ça ne peut pas être un personnage ingénu. C'est pas possible en fait. La façon dont elle a agi dans les 2 premiers tomes, les connaissances qu'elle a, les personnalités auxquelles elle se confronte, etc., ça ne peut pas être ce personnage aussi ingénu, aussi fragile et vraiment sans aucune personnalité qu'on nous dresse là. Enfin, je m'arrête parce que je vais jamais m'arrêter sinon, mais vraiment, ça se passe hyper mal. Enfin, vraiment, je suis hyper dégoûtée, et c'est marrant parce que j'ai vu les premiers retours des gens et c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Il y en a plein qui ont dit genre « Ah, c'est génial, en plus, le côté enfer et tout, c'est trop cool. » Moi j'ai l'impression de lire une nouvelle série, donc bon, bah pour l'instant, bof. Donc je voudrais le terminer, mais c'est pas gagné. Bon, maintenant que j'ai passé 15 minutes à vous parler des livres que j'ai pas lus, enfin que j'ai pas fini, on va quand même passer aux livres que j'ai lus. Et donc le premier livre, c'est La Couronne du Dragon, le tome 1 de J. Bailey. Ce livre, il a plein de défauts, mais vraiment il a plein de défauts. Je vais vous les donner dans 5 minutes, et pourtant, ça passe. Donc franchement, c'est le genre de livre, vous savez, genre, j'aurais pas dû aimer, mais j'ai kiffé. Enfin, vraiment, il y en aura un autre, vous verrez dans cette vidéo, mais franchement, c'était le mois du n'importe quoi. Et donc du coup, je lui ai mis 3,5. Donc là, on va suivre dans cette histoire, alors on va suivre quand même une nana, qui s'appelle Elléline. Donc ça s'écrit genre E2LE, L-I-N. Elline. Je sais même pas comment on le dirait en anglais, tu vois, enfin tellement Elline. Aucune idée. Mais j'étais là, mais c'est quoi ce nom? Mais franchement, à un moment donné, il y en a marre, franchement, des livres. Surtout que là, ça commence dans notre monde. Donc on peut pas dire, genre, elle peut pas s'appeler, genre, je sais pas, Elisabeth, Sophie, Martha, qu'est-ce que j'en sais, quoi. Genre, juste un nom, si vous voulez mettre un nom original, prenez un nom original, mais prenez un nom original qui existe. La nana, elle vit dans notre monde. Ça n'a aucun sens. Et du coup, je lisais, à chaque fois que je lisais son nom, je buguais. J'étais là, Elléline. Mais vraiment, par moments, les gens qui écrivent de la fantasy, j'ai l'impression qu'ils prennent, vous savez, le sachet là, des mots du Scrabble là, qui secouent, ils les balancent dans l'escalier, ils font, bon, elle va s'appeler Elléline, voilà. Bref, c'est comme quand vous savez, enfin là j'étais en train de lire là dans un autre livre à un moment donné où il commence à s'exciter à parler de plein de villages, et c'est pareil, c'est genre qu'est-ce que Brooke, va venir de Moschne, et j'étais, mais
Les gars, genre j'ai même pas le temps de les retenir, de toute façon ils sont écrits n'importe comment là, avec toutes les lettres de l'alphabet là, mélangées, c'est insupportable. Donc j'ai pas compris, donc voilà, je me suis dit bon bah voilà, donc je l'ai mis en gros, genre c'est quoi ce nom, donc voilà, je voulais quand même vous le mentionner, hein. Enfin bref, donc cette nana s'appelle Eléline, et c'est pas son unique problème, puisqu'en fait elle va vivre donc elle vit dans un petit village avec sa grand-mère au bord de la mer et tout machin, donc jusque là bon ça va. Mais malheureusement elle a perdu ses parents, donc c'est quand même un peu triste. Et elle a un ex qui est un sombre connard, donc un soir ce qui va se passer c'est qu'il va lui rendre visite et ne va pas accepter qu'elle l'ait plus ou moins largué, parce que, soit dit en passant, il l'a un peu trompé avec sa meilleure pote. Bon, vraiment, Eléline, elle est bien entourée, y a pas à dire. Et donc, en fait, un soir, alors que sa grand-mère n'est pas là, il va venir et il va essayer de l'attaquer physiquement, donc voilà. Hein. Et va débarquer chez elle 4 mecs sortis de nulle part, qui vont en fait la sauver de ce viol, quoi, on va mettre des mots, hein, et l'emporter avec eux. Et elle va se retrouver dans un espèce de château, dans une chambre avec plein de nanas. Et là, elle va se rendre compte que du coup, elle va être dans cette espèce de bachelor rencontre Hunger Games, parce que elle est dans un tournoi où les 4 mecs, là, les 4 princes dragons, quoi, en gros, vont devoir choisir une épouse à la fin. Il n'en restera que 4, parce qu'évidemment, les épreuves font qu'il y en a plein qui crèvent. Donc j'étais là genre, ah ouais, c'est un peu chaud quand même. Donc, si vous voulez, entre guillemets, l'histoire elle est quand même plutôt originale, c'est assez drôle. Parce qu'en plus, notre héroïne, tu vois, quand elle arrive avec toutes les nanas et tout, elle est pas genre ah ok, d'accord, bon, bah, j'arrive dans un château, bah, je m'installe et tout. Enfin, parce que parfois c'est un peu ça hein, quand même. Là, c'est vraiment genre, mais what? Mais pourquoi je suis là? Et en fait, moi j'arrive à faire ici, mais il y a aucune raison et tout machin. Donc elle hallucine un peu au début, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Après, elle comprend très vite que si elle rentre pas dans le rang, ça va être chaud pour elle. Mais voilà, elle prend parti au truc et tout, puis en plus on menace sa famille et tout, donc en gros elle dit bon bah j'ai pas trop le choix. Mais voilà, et donc elle va prendre part au tournoi et tout. Alors, c'était mignon, c'était une espèce de conte un peu original. Après il y avait des choses qu'on avait un peu déjà vues, donc c'est un truc de harem inversé, hein, donc bon gré mal gré, tous ces princes vont tous tomber amoureux finalement d'elle, donc c'est assez... c'est assez intriguant, quoi, on va dire. Après, ce que j'ai trouvé qui était pas mal fait, c'était que, encore une fois, les princes, ils ont des personnalités bien différentes, donc c'est pas mal parce que c'est pas genre ces 4 princes très lisses qui sont exactement les mêmes, donc il y a vraiment des choses qui les diffèrent. Il y en a même un qui est vraiment un sacré con et tout, donc voilà, on se demande comment ils vont bien pouvoir s'apprécier parce que voilà, ça part vraiment très mal. Après, ce qui m'a dérangé, c'est le manque de sororité, parce que, en fait, toutes ces nanas-là, elles sont quand même dans le même bateau, quoi, et à la fin de la journée, je les ai pas trouvées plus solidaires que ça les unes envers les autres, et ça m'a un peu dérangé parce que j'ai trouvé que ça, encore une fois, ça met l'emphase sur ce côté, dès que tu mets des nanas dans une compétition, c'est chacun pour soi, quoi. Et je trouvais que c'était un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on joue un peu plus sur l'aspect de et si les nanas se disaient en fait on fera bien comme on veut, quoi. Parce qu'en plus elles sont dans des espèces d'équipes, parce qu'elles sont 4 par chambre, il y en a plein, et donc elles auraient pu monter des alliances et tout. Là elles s'entraident plus ou moins, mais on sent quand même qu'il y a énormément de rivalité, et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Après, encore une fois, dans tout ce qui est de harem inversé, et on verra si l'avenir changera mon avis sur ce sujet-là, je trouve que c'est très très vite une histoire de tension sexuelle, mais il n'y a pas beaucoup de tension romantique. Donc c'est-à-dire que très vite, les uns sont attirés par les autres, mais ils tombent pas vraiment amoureux, quoi. Donc ça, c'est un peu le truc qui me dérange. Et après, ce qui est un peu dérangeant avec ce livre, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire que vraiment, tout se résout en 2 secondes, tout arrive en 2 secondes, enfin... j'ai un peu l'impression de lire un livre où on aurait enlevé tous les passages descriptifs et qui construisent un peu le récit, vous voyez? Enfin, vous voyez tous ces paragraphes où... elle va marcher, elle va décrire les portes du château, machin, vous voyez, qui peuvent paraître un petit peu de temps en temps longués, mais qui font aussi qu'une histoire se construit visuellement, en fait. Là, c'est comme si, vous voyez, on s'était dit, bon, il faut écrire un bouquin pour les nanas qui n'ont pas le temps, quoi, et qui, de toute façon, sur TikTok, sautent toutes les descriptions, on va écrire ça.
Désolée, je sais que c'est hyper méchant de dire ça, mais bon, il y a quand même des nanas qui t'expliquent qu'elles font ça, qu'elles ne lisent que les dialogues. Bah là, ça m'a fait un peu cette impression-là. Donc c'était bien, parce que du coup, c'était hyper rythmé, ça se lit en 4 heures, c'est terminé. Et c'était mignon, c'était rigolo, t'as envie de savoir la suite et tout. Après, c'était pas de la grande littérature, c'était pas hyper bien écrit. Et j'aurais bien aimé que le travail éditorial soit un peu plus solide pour proposer voilà, un livre qui soit un peu plus... Bah, ouais, un peu plus robuste en termes juste d'écriture, quoi. Donc voilà, après, est-ce que je lirai la suite? Oui, parce que ça me donne vraiment envie de savoir comment les choses vont évoluer, parce qu'évidemment, ça part dans tous les sens à la fin. En 20 pages, t'es genre, what? Donc, voilà, 3,5 sur 5 pour celui-ci, mais je vous conseille si vous avez envie d'un truc genre bon palette cleanser pour passer après une grosse fantasy type J. Christophe, c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Julia Quinn, du coup, des Roxby. Donc, comme je vous disais, c'était un livre... Enfin, je vous disais ça dans ma vidéo sur... peu importe, on s'en fout. Donc, c'était un livre que j'avais en e-book, que moi, je me suis en audio sur Nextory. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que la lectrice est plutôt bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, ça manquait un peu de l'humour du tome 1. Parce que dans le tome 1, j'avais pas mal ri, et c'est vrai que là, c'était beaucoup moins, ça s'y prêtait beaucoup moins, quoi, parce que l'histoire est beaucoup plus tragique. Mais c'était mignon, et ça m'a donné envie de lire la suite. Alors vous savez, à la fin du tome 1, j'étais pas trop sûre, je m'étais dit, bon, j'ai le 2, donc je vais le lire, mais on verra. Là, franchement, ça m'a donné envie de lire la suite, donc j'ai bien aimé le couple, en fait, j'ai bien aimé l'histoire. Donc on est sur une histoire qui est un peu saugrenue, donc on a deux personnages, donc un des frères Roxby, du coup, je sais plus trop comment il s'appelle, qui est donc parti, vous savez, faire la guerre d'indépendance américaine, mais du côté des Anglais, pas de bol, aux États-Unis, et donc il est blessé, et on a une jeune femme. Et ce qui va se passer en fait, c'est que lui va se réveiller et il est amnésique. Tout ce qu'il voit, c'est une jeune femme qui est à côté de lui, qu'il reconnaît parce qu'en fait c'est la sœur d'un de ses compagnons d'armes, mais il s'avère qu'elle se présente comme sa femme et il a aucun souvenir de l'avoir épousée. Et très vite, ce qu'on comprend, c'est que finalement, il ne l'a pas épousée parce que elle, quand elle est venue aux États-Unis, elle était toute seule. Et quand elle l'a vu alité, elle a voulu s'occuper de lui, mais il ne laissait passer que la famille, et donc elle a dit qu'elle était sa femme. Donc c'est vraiment cocasse, enfin comique au début, parce qu'on dit quand même genre, punaise, tu t'es quand même mis dans une sacrée merde. Mais c'était très mignon, parce que finalement, elle, c'est un personnage qui est très attachant, qui vit des choses qui sont pas faciles, qui est très courageux, qui est très généreux, et donc du coup, je trouve que c'est un très beau personnage, et que même si leur truc de elle lui ment dure un petit peu trop en longueur pour moi, tire un peu trop l'histoire, c'était quand même très cool. C'est une jolie histoire d'amour, on a vraiment envie qu'ils finissent ensemble et tout, donc ça j'ai trouvé que c'était très bien. Après j'ai trouvé que lui était un petit peu trop porté sur le côté attirance et sexuel de la chose. Ça c'était un petit peu dommage parce que d'un côté t'avais un peu cette jeune femme qui tombe vraiment amoureuse de lui, et puis t'as lui qui est toujours en train, quand on est avec son POV, qui est toujours en train de nous parler de qu'il a envie de les mettre les mains partout sur elle. Donc c'était un peu dommage quoi, je me disais bon franchement c'était vraiment pas nécessaire. J'aurais bien aimé aussi que y ait des situations plus cocasses, parce que bon, c'est quand même pas sa femme en fait. Donc du coup j'aurais bien aimé avoir plus de quiproquos, plus de moments un petit peu drôles et tout, et je pense que c'est là qu'on aurait pu retrouver l'humour du tome 1, mais qu'on n'a pas forcément eu. Bon, en tout cas c'était très mignon, je lui ai mis 4 sur 5, et du coup comme je vous disais j'ai bien envie de lire la suite, donc franchement la série Roxby c'est pas ma préférée, je préfère de loin Bridgerton, y a pas à dire, mais c'est mignon et ça se lit bien. Donc parfait pour les petites lectures printanières. Bon après j'ai commencé l'oiseau chanteur et le cœur de pierre, on va pas y revenir, hein, c'est possible que j'ai 10 minutes dessus. Ensuite j'ai lu, attendez je l'ai là, je vais vous montrer. Oui les autres je les aime, j'avais un peu la flemme, désolée. C'est The Bribe, du coup de Devney Perry, donc cette histoire c'est comme je vous avais raconté du coup, enfin que je vais raconter dans mon book haul parce que je sais plus trop dans quel ordre je vais sortir les vidéos. C'est du coup l'histoire de cette chanteuse de country là qui se réfugie dans le Montana. Et qui malheureusement va faire un excès de vitesse, le shérif l'arrête et lui va se rendre compte que c'est une star du country, de la country, mais qui a disparu, donc en fait tout le monde la recherche. Et elle lui dit non mais tu ne dis pas qui je suis et en échange je te donne de l'argent. Et en fait ça va pas du tout se passer comme ça. Lui va être vraiment très très intrigué en fait par cette jeune femme là et tout, et il veut savoir en fait pourquoi Jade est là, parce que lui son problème c'est qu'il veut pas que Jade ramène avec elle ses emmerdes de la grande ville dans sa petite ville que lui adore,
Et donc il va vouloir voilà, creuser pourquoi Jane en fait s'est enfuie et a disparu du jour au lendemain. Et en fait au fur et à mesure nous aussi on comprend en fait pourquoi elle est partie et franchement j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était trop cool. C'est vraiment la petite... le chouette moment de lecture, vous voyez, genre la petite histoire qui payait pas de mine, auquel on n'aurait pas forcément dit ouais ça va être un 5 star et tout. Mais au final, j'ai vraiment kiffé. J'ai bien aimé, il y a du coup c'est dans une petite ville, du coup on va avoir tous les petits personnages secondaires et tout, et ça moi j'adore. On va vraiment comprendre pourquoi elle est partie, et c'est une vraie raison, et c'est hyper intéressant parce qu'à côté du coup bah lui il veut savoir, donc il y a un côté un petit peu enquête et tout. C'est une attirance physique au début, donc qui est très très forte, donc au début je me suis dit oh là on va encore se retrouver avec un instafuck, je déteste ça. Au final c'est assez bien transformé. Non franchement j'ai vraiment adoré, c'est assez original, c'est une bonne surprise. Après c'est pareil, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très très cool, mais j'étais un peu sur ma faim par rapport à eux, mais ils font en fait l'objet des autres tomes, donc ça va. Donc typiquement sa meilleure amie, c'est le tome 2. Et après, il y a une autre nana dont on entend parler et que j'aimais beaucoup, je trouvais qu'elle avait l'air hyper intéressante et ça tombe bien, c'est le tome 3. Donc vraiment, ça, je suis trop contente. Et ils sont déjà tous sortis en français pour info, donc moi, je vais me jeter sur la suite. Après, j'ai trouvé que l'épilogue, enfin les 50 dernières pages où ils essayent de vraiment se faire le truc un peu... ils se marièrent ayant beaucoup d'enfants, c'était un peu dommage. Je trouvais que, bon là, voilà, c'était un peu too much. C'est un peu comme dans les livres, vous savez, de Icebreaker, là, de Anna Grace, je crois que c'est ça son nom, où à chaque fois, à la fin, ils vous font tout un épilogue incroyable. Bon, voilà, c'était peut-être pas nécessaire, mais surtout qu'on a la suite qui va arriver, et donc on aurait pu voir les personnages, voilà, après. Mais c'était cool. Franchement, j'ai kiffé, et je vous la conseille vraiment, et c'est très mignon, et toute l'histoire autour de pourquoi Jade se cache, j'ai bien kiffé, donc j'espère que vous le découvrirez aussi. Devenie Perry, du coup, je suis aussi en train de... Je voulais commencer aussi une nouvelle... Enfin, j'ai commencé une vingtaine de minutes. Une autre série d'elle, du coup, qui s'appelle Indigo... Je vous disais Indigo Ridge, je crois. Ça. Indigo Ridge, et c'est donc paru sur Next Story, et c'est aussi une histoire comme ça qui se passe vers Bozeman et tout, dans le Montana et tout, donc alors moi qui regarde Yellowstone, je suis à fond. Et c'est pas mal, donc je pense que ça pourrait devenir une autrice de romance que j'aime bien, notamment sur le côté vraiment très country, ranch et tout, là, donc... à suivre. Ensuite j'ai lu, et là ça va être une revue assez rapide, j'ai lu Mamma Maria de Serena Giuliano, que je me suis fait en audio comme je vous l'avais dit. Il est disponible sur Next Story avec plein d'autres livres de Serena Giuliano, et franchement je vous le conseille 1000 fois, juste j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais c'est vraiment passé à un cheveu, juste parce que bah, moi il me faut toujours un côté un peu romance, sinon c'est jamais un coup de cœur parfait. Mais c'est du coup un petit café qui est tenu par Maria, qui est une femme assez... voilà, qui est assez haute en couleurs, c'est l'italienne comme on se l'imagine, et on suit aussi l'histoire de Sofia du coup, qui a quitté Paris, qui a quitté son mec et tout pour revenir sur la terre de ses ancêtres, enfin vraiment revenir à ses racines, et qui va essayer à travers de cartes postales de convaincre son mec d'aimer l'Italie pour qu'ils puissent s'installer ensemble là-bas. Et leur petit café en fait où Sofia se rend tous les matins, que Maria tient, va être un petit peu bouleversé parce qu'un événement va arriver dans leur village et qui va transformer leur vie quoi. Et franchement c'est un livre qui fait 225 pages. J'aurais jamais cru ressentir autant d'émotions fortes en si peu de pages. Donc ça moi je trouve que c'est vraiment la force de cette autrice, c'est de nous proposer un livre qui va parler de sujets aussi importants, aussi bien écrits, et aussi émouvant, avec si peu de pages. J'ai tout aimé. J'ai aimé les personnages. En fait, j'ai dit que c'était pas un coup de cœur, mais si je crois, en fait, c'est bien un coup de cœur. J'ai tout aimé. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé l'Italie comme je l'aime, c'est-à-dire vraiment la bouffe, la chaleur, les gens, le côté un peu trop, tu vois. C'était juste trop bien. C'était juste trop bien. Et je vous conseille 1000 fois, et ça, vraiment... comme je vous le dis à un moment donné aussi, mais c'est rien, enfin c'est un poche, ça coûte 7,80€, je suis sûre que vous pouvez le trouver en occasion pour cet été, vous le mettez dans un sac, une valise, ça pèse que dalle, et vous allez vraiment passer un moment de lecture, mais de ouf. Donc si vous l'avez pas lu, lisez-le. Ensuite, j'ai lu Reckless, du coup Reckless, de Elsie Silver, je sais pas pourquoi je vous ai fait ça en
en mode cowboy, right class. Faut que je me calme. Avec du coup l'histoire de Winter et Théo Silva. Donc Winter c'est la sœur de Summer qu'on voit dans le tome 1, Winter Summer, hein, ils en parlent, c'est quand même un peu chaud. Donc Winter c'est un peu la reine des glaces, vous voyez, c'est un peu la sœur hyper méchante, hyper froide, qui ressent rien, machin, nanana. Et Théo Silva c'est le bull rider, mais vous savez, un bourreau des cœurs, etc. et tout. Et c'était trop bien. C'est-à-dire que vraiment, j'ai adoré ce tome. C'est mon tome préféré de la série pour l'instant, donc il y en a 5, donc on verra, peut-être que le dernier est encore meilleur. Mais alors, comparativement à Jasper du tome 3, où tout le monde dit que c'est un green flag, pour moi c'est un red flag ambulant, Théo Silva, méga green flag le mec. C'est vraiment un amour quoi. Vraiment j'ai trop aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé le personnage de Winter parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Et vraiment, elle a un côté un peu personne ne peut m'aimer et tout qui la rend hyper attachante, même si elle est un peu relou par moments. C'était une romance qui était saine. C'était une histoire qui était saine et ça faisait du bien. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Je trouve que Winter, c'est un personnage qui est très fort, qui est très badass parce que ce qui lui arrive, c'est pas simple. Et néanmoins, elle se relève quoi. Elle se relève, elle continue et tout. Et je trouve ça hyper inspirant, ces personnages-là. Je les trouve vraiment hyper touchants en plus parce que tu sens que ça les empêche pas de vivre des émotions très fortes. Donc vraiment, j'adore. Winter, du coup, on la voit au fur et à mesure des tomes. Elle est mariée à un mec qui est juste un gros connard, on va dire les choses, tu vois. Et en fait, un jour, elle va se barrer parce qu'elle en peut plus, en fait, de vivre avec ce mec-là. Elle en peut plus de la vie qu'elle a, etc. et tout. Et à force de côtoyer sa sœur, elle se rend compte que elle pourrait avoir une autre vie beaucoup plus sympa. Et donc, voilà, elle prend ses clics et ses claques, elle se casse. Et elle va vivre un peu une nuit sans lendemain avec Théo Silva, donc ce mec qui est plus jeune qu'elle, qui fait du rodéo, enfin voilà, pas du tout son genre normalement. Et finalement, un truc qui devait être un peu un truc sans lendemain et tout, va prendre des proportions énormes. Et je peux pas vous expliquer, mais ça va être juste trop bien. Et vraiment, oh là là, vraiment, ça fait tellement du bien de lire des romances comme ça, où on se dit, voilà, en fait, tu peux être un dominant dans ta chambre sans être un immense connard. Donc voilà, donc si vous voulez un mec qui, néanmoins, a ce côté un peu dominateur, mais tout en étant un mec qui communique, qui est bien, dont la famille est ultra importante, je vous conseille du coup Reckless, il est sorti en français, n'hésitez plus, foncez, c'était ultra bien. Ensuite j'ai lu un livre, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, franchement, que j'avais pas du tout prévu lire. Pourquoi ce jour-là je me suis dit, allez, faisons cet audio? Aucune idée. À poster. Il s'agit du coup de Westwell, le tome 1 de Lena Kiefer. Donc on est dans cette histoire alors que tout le monde dit être comme Gossip Girl. Alors je suis désolée, moi je fais partie de la génération du coup qui a regardé Gossip Girl quand j'étais ado, puisque c'était j'ai envie de dire malheureusement mon époque, mais alors pas du tout. Enfin alors ok, ils font tous partie de la jeunesse dorée new-yorkaise, mais alors hormis ça, aucun rapport, mais genre zéro. Genre, désolée de vous dire ça, et désolée si ça casse un mythe, mais en tout cas c'est mon avis, Gossip Girl est une série mais tellement gênante, enfin vraiment, c'est tellement malsain sur 10 milliards de plans, enfin ils sont tous horribles les personnages, il y en a pas un à sauver, vraiment en plus avec cette espèce de truc genre à la Facebook là où ils sont tous en train de se raconter des ragots, des machins, de la vie, de trucs de qui a couché, oh là 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 là, cette histoire est sordide, cette série est sordide, donc du coup j'ai pas compris en fait le rapport, juste le fait que ce soit des gosses de riches. Par contre le rapport avec Roméo et Juliette, là je le vois bien, parce qu'on est vraiment sur une histoire d'amour entre deux personnes qui ne devraient pas s'aimer parce que leurs familles sont ennemies, parce que leurs frères et sœurs du coup s'aimaient et sont décédés, et donc la famille du coup du jeune homme a dit partout à New York et dans les tabloïds et tout que c'est parce que la jeune femme était une sorcière qui l'avait envoûtée, qui était une droguée, et que c'était à cause de lui qu'il avait fait à cause d'elle qu'ils avaient fait tous les deux une overdose. On va y arriver. Et donc du coup on suit ce jeune homme qui est donc le frère de celui qui est décédé et cette jeune femme qui est donc la sœur de celle qui est décédée également. Et elle en fait revient à New York et veut absolument mettre au clair pourquoi sa sœur est morte, parce que pour elle, c'est impossible en fait qu'elle ait fait une overdose alors qu'elle prenait pas de drogue, c'était pas ce genre de nana et tout, donc elle veut aussi un petit peu
bah, redorer l'image de sa sœur en fait. Hein, qu'on arrête de dire que c'était plutôt qu'une fêtarde qui passait son temps le nez dans la poudre quoi. Donc c'est l'intrigue de fond que moi j'ai trouvé vraiment bien. Après, j'ai pas trouvé que ça avançait vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du 1, on a avancé de 5 mm sur l'enquête. Donc ça c'est le truc qui m'a un petit peu dérangée. J'ai trouvé aussi que les protagonistes étaient un petit peu jeunes. Alors c'est toujours pareil, hein. Ils sont hyper jeunes, mais comme ils sont riches, ils ont 14 boîtes. Ce qui est tout à fait logique. Alors franchement j'étais là genre ouais bon ok. Alors c'est peut-être là qu'on voit le truc un peu à la Gossip Girl, c'est vrai que franchement c'était pas du tout crédible. Surtout de son côté à lui j'ai trouvé. Elle encore, elle fait encore ses études donc ça passe, mais lui il est un peu plus vieux qu'elle et il a déjà monté 14 restaurants, je suis là bah en fait non. Peu importe. Et donc ça j'ai trouvé que c'était un peu le côté pas très intéressant. Soit il fallait en faire vraiment des gens, des adultes qui sont dans leur vie actuelle, machin et tout, et qui à un moment donné on en marre de cette histoire et ont envie de savoir ce qui s'est passé et tout. Soit on en faisait vraiment des gamins qui étaient à l'université, mais ce côté un peu entre deux et tout, j'ai pas trouvé ça très intéressant, j'ai pas trouvé ça très crédible. Après, c'est une romance qui prend son temps, ça j'ai trouvé ça plutôt bien, parce que bah ils sont quand même dans une situation qui est pas évidente, mais en même temps ça montre que ce qu'ils ont vécu chacun, c'est ce qui les rapproche. Donc c'était plutôt bien fait de la part de l'autrice et ça j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, c'est sympa, ça casse pas trois pattes, ça me donne envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir vraiment bah, pourquoi ils sont morts en fait. Enfin, moi c'est ça qui me tient en haleine. Plus encore que leur histoire d'amour qui est un petit peu contrariée, mais on voit venir les trucs et tout, donc c'est pas la romance de l'année, mais les personnages sont mignons. Donc voilà, c'est mignon, ça se lit bien. Après, on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est pas le livre de l'année, quoi. En tout cas, pas pour moi. Après, on va finir avec 2 livres, où là, pour le coup, on est sur 2 5 sur 5, mais alors vraiment pas pour les mêmes raisons. Je vais commencer par Woven by Gold. Du coup, j'ai lu le 2 donc de cette histoire, vous savez, c'est écrit par Elizabeth Helen, donc le duo d'autrices qui adorent mettre énormément de smut dans leurs bouquins, visiblement. Et donc on est sur cette réécriture de La Belle et la Bête, donc avec Rosalina qui va être enfermée dans un château, son père pense que sa mère a été enlevée par les Fae, etc. etc. Et donc Rosalina, elle va faire la connaissance de 4 princes qui sont chacun un représentant d'une saison. Donc on a printemps, été, automne, hiver. Donc dans le tome 1, on était sur sa relation... Enfin, j'allais dire sa relation avec Eldarion, qui est le prince de l'hiver, je suis pas forcément d'accord, on était quand même plutôt sur Rosalina et sa découverte de l'univers. Parce que c'est ce que je reproche aussi du coup à ce tome-là, c'est ce que je reproche à cette série, Rosalina et les princes, il n'y a pas vraiment, pour moi, assez de découverte de leur relation. C'est vraiment très très vite porté sur le smut, sur l'attirance physique, sexuelle et tout, mais ça manque quand même de moments romantiques, de tension, on parle de sa vie, on parle... Enfin voilà, c'est vraiment pas très porté sur ça, c'est un petit peu ce que je reproche à cette série quand même. Ça manque de romance. Après, ce qui est trop cool dans cette série, bah, c'est l'univers qui est trop intéressant. Donc c'est génial parce qu'en fait ils vivent dans un château et en fait le château, il y a une espèce de réplique où il est interconnecté avec les 4 royaumes, enfin c'est assez spécial. Et chacun des princes, du coup la nuit devient un loup mais cache à son peuple que c'est le cas. Donc du coup on va voir comment chacun traite ce sujet finalement pour que bah, leur royaume continue de perdurer, d'évoluer, etc. Sans eux, plus ou moins. Et ce qui est très cool, c'est que dans ce tome-là, je trouve qu'on va beaucoup plus parler de ça, parce que du coup on va suivre Pharon, qui est donc le prince de l'automne, et pour le coup, dans le royaume de l'automne, il se passe des choses extrêmement graves, et donc il va devoir revenir chez lui, pour justement traiter ces sujets et voir comment il peut sauver son peuple et son royaume. Et donc c'est là où toute l'histoire prend son sens, parce qu'on se dit mais comment il va faire, comment il va ne pas montrer que c'est un loup, machin, nanana, surtout que Pharon c'est celui qui contrôle le moins bien le fait qu'il se transforme et tout, donc vraiment cette intrigue là, c'était trop cool et j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer et tout machin. Il y avait, j'ai bien aimé du coup pour le coup sa relation avec Pharon parce que j'ai trouvé que c'était celle qui était la plus développée, alors que celle avec Eldarion dans le tome 1 était vraiment très en surface, assez superficielle et tout. Là j'ai trouvé qu'avec Pharon on avait plus de moments. Après c'est son personnage qui s'y prête aussi parce que c'est un personnage qui est tout en douceur et justement le fait que l'autrice ait insisté sur cet effet-là, sur le fait que la douceur n'était pas quelque chose de néfaste. Ils ont pas essayé de le transformer et d'en faire un mec super puissant, super badass.
ils ont gardé en fait, elles ont gardé finalement cette douceur-là et en ont fait quelque chose de puissant. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, vraiment, le personnage de Pharan est très très bien fait et j'aime bien ce qu'ils en ont fait, donc vraiment, c'était cool. Après, il y a énormément de facilité scénaristique et comme je vous dis, je trouve que c'est beaucoup trop porté sur le sexe, c'est-à-dire que là, vraiment... Disons que moi, ça me dérange pas qu'il y ait une scène de smut toutes les 25 pages, mais vous voyez, typiquement, dans le livre de Sarah J. Maas, là, le quatrième, là, le cinquième, pardon, où il y avait Cassian et Nesta, où ils étaient en train de faire l'amour toutes les 25 minutes, et bah, il y avait quand même cette relation, en fait, qui se construisait entre eux, de confiance, et donc, du coup, oui, ils étaient énormément attirés physiquement l'un par l'autre, et donc ils passaient leur temps à ça, et c'est plutôt ça, d'ailleurs, c'est plutôt cette relation-là qui devient une romance. Là, je trouve qu'il faut vraiment que les nanas, là, elles fassent un effort. Là, on va lire du coup enfin moi je vais lire bientôt le tome 3, parce que du coup j'ai décidé de les lire en anglais, j'ai vraiment plus envie d'attendre qu'ils sortent en français parce que je veux trop savoir la suite, donc je me les suis pris en e-book le tome 3 et 4. Le tome 5 qui sortira cet été, et le tome 3 du coup c'est sur Ezrin, qui est donc le prince du printemps. Et j'espère vraiment qu'elles auront fait un effort à ce niveau-là, pour qu'on ait un peu plus de romance, un peu plus de construction amoureuse autour de Rosalina et Ezrin, parce que sinon ça va juste tomber dans ce côté « il me les faut tous », qui est pas forcément justifié, qui est pas forcément très intéressant. Donc voilà, j'adore cette série, je trouve qu'il y a plein de choses qui font que je l'adore, que je passe un super moment de lecture, qu'à chaque fois je lis tout en 2 secondes parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Mais bon, je vais voir, il y a peut-être 2 scènes de sexe à un moment donné que je vais sauter parce que bon, je suis un peu genre, bon là les gars, on a compris, et vous êtes tous très attirés les uns par les autres, mais enfin bon, ça va quoi. Voilà. Je prends un petit peu d'eau pour vous parler, pour me préparer à vous parler de ma dernière lecture, parce que franchement, celle-ci m'a retourné le cerveau et m'a juste écrasé le cœur comme il fallait. J'ai lu bien évidemment le dernier Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Je me le suis fait en audio sur Nextory parce qu'il était sorti vraiment quasiment le même jour je crois que le bouquin, donc ça, on remercie quand même Nextory pour ça. Vraiment, c'était ouf. Enfin, comme le tome 4. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit non mais le tome 4 il était pas aussi bien que la trilogie, du coup je sais pas si j'ai envie de lire le 5. Le tome 4 il était pas aussi bien, mais le tome 4 il était ouf. Enfin franchement, j'étais un peu genre, mais vous savez, on peut pas demander à une autrice d'écrire la même chose que la première trilogie, sinon ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas... Ou alors, dans ce cas-là, il faut faire 7 tomes, quoi. Mais, donc du coup, j'ai pas compris, parce qu'au contraire, le tome 1, il avait ses propres mécanismes, le personnage de Snow, il était tellement à multicouches, il était ultra intéressant, et du coup, j'ai pas compris que les gens soient en mode, ouais, j'ai pas aimé, j'étais là, bah, waouh, quoi. Enfin, moi la claque, j'avais adoré. Bon, chacun son avis, hein, c'est après tout. C'est ça qui fait la beauté de Booktube. Mais voilà, j'ai pas compris qu'on n'ait pas aimé, parce que j'ai justement aimé l'originalité de la construction de l'histoire du tome 4. C'est un peu moins ce que j'ai retrouvé dans ce tome 5. J'ai retrouvé que ce tome 5, on retrouvait justement plus les ficelles d'un Hunger Games un peu normal, entre guillemets, puisque là du coup on va suivre les jeux de Haymitch. Donc Haymitch c'est le mentor de Katniss et Peeta, donc on sait qu'il survit, donc il n'y a pas non plus un suspense de ouf quant à la fin. Néanmoins, il se passe tellement de choses que du coup, vraiment on se demande ce qui va se passer. Après c'est pareil, l'histoire nous introduit vraiment au personnage de Haymitch et on retrouve beaucoup de similitudes, je trouve, dans son caractère à celui de Katniss. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'après on comprend vraiment pourquoi il s'attache autant à elle, parce que vraiment ils sont assez similaires en fait dans ce qu'ils ont vécu, dans le genre de personnes qu'ils sont, dans leur loyauté, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que Haymitch devient un personnage après ce tome-là qu'on ne peut plus ne pas aimer, parce que déjà on l'aimait bien dans la trilogie, mais là c'est incroyable. Donc vraiment l'autrice a eu ce tour de force de nous construire un personnage sur pas mal de temps, parce que c'est plus de 50% je pense quand même de l'histoire qui est sur avant l'arène. J'ai trouvé moi que la partie dans l'arène ressemblait un peu trop au tome 1, donc j'ai trouvé que c'était pas très original, enfin désolée de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était une arène comme on a déjà vu, et que j'ai trouvé ça un peu facile, désolée de dire ça, mais c'est le cas. C'est pour ça que, bon, peut-être que du coup il plaira plus ce livre, parce que du coup justement on retrouve vraiment les ficelles qu'on retrouve dans la première trilogie.
Donc en ça, c'est vraiment le seul côté négatif pour moi, c'est ça. C'est ce côté un peu, la reine pour moi, c'était pas réussi. J'attendais un truc différent. Par contre, c'était tragique. Enfin moi je l'ai écouté, mais genre en un rien de temps, parce que vraiment je l'ai bouffé quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi comment elle a réussi à nous réexpliquer des choses à travers ce livre-là. Typiquement avec Effie Trinket, en fait, elle a réussi à tisser des liens en fait avec plein de personnages qu'on avait vus, etc. Et moi je me suis rappelée en fait dans les films et dans les livres quand Haymitch parle de certains des personnages en disant mais cette dame là c'est vraiment quelqu'un de bien, lui machin il est comme ci, lui elle est comme ça et tout, notamment dans le 2 vous savez quand ils reprennent du coup des tribus dans ceux qui avaient déjà été tribus. Y a tout. Et là en fait on comprend beaucoup mieux finalement son attachement à tous ces gens là et tout parce que on voit certains d'entre eux dans le livre. Et donc du coup on perçoit le passif finalement d'Haymitch avec tous ces tribus là et j'ai trouvé que c'était ultra bien fait. Il y a des gens, j'ai une youtubeuse que j'aime bien qui a dit ouais ça faisait vraiment fan service je crois que c'est ça le terme. Moi j'ai pas du tout trouvé. Enfin vraiment j'ai trouvé qu'au contraire ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a tellement réchauffé le cœur parce que je me suis dit l'autrice a quand même essayé de faire quelque chose qui était cohérent par rapport à ce qu'elle avait écrit précédemment et justement à raccrocher les wagons. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est vraiment raccrocher les wagons autour de cette histoire-là et autour du personnage de Haymitch. C'était génial, mais alors par contre, attendez-vous à chialer comme Jaja, parce que alors vraiment, moi j'étais dans l'histoire, hein. Enfin j'étais avec lui, dans l'arène, avec tous ses copains, machin, enfin vraiment j'étais dedans, et dès qu'il lui arrivait un truc à quelqu'un, je disais oh. Donc vraiment, en plus à la fin et tout, bon, vraiment, il y a plein de choses qu'on voit venir et en même temps quand ça arrive on est là. Parce que bon, ça reste un Hunger Games donc forcément il en reste pas 10 000 à la fin quoi. Mais vraiment, non, je vous conseille vivement, c'était super bien et ça m'a donné envie de me refaire la trilogie, donc c'est vous dire. Voilà, écoutez, c'est tout quand même pour mes lectures. Du coup, j'ai lu 8 livres, j'en ai 4 qui sont répercutés sur le mois prochain. J'espère, en avril, j'avais quand même un petit objectif qui était quand même de terminer des séries, ou en tout cas d'être à jour dans certaines de mes séries. Donc ça commence plutôt mal. Parce que là j'ai commencé à lire, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai continué quand même une série, mais je crois que j'en ai commencé 2 nouvelles. Donc vraiment, on peut dire que moi et ma cohérence, je me pose là. Mais en tout cas pour l'instant mes lectures sont très cool, donc j'ai hâte de vous raconter ça. Écoutez, vous me direz un truc, moi il y a une question que je voulais vous poser parce que je lis quand même pas mal et je parle beaucoup. Donc à un moment donné je m'étais demandé s'il valait pas mieux que je fasse genre un bilan de mi-mois et un bilan de fin mois, ça évitera de faire des vidéos qui font 45 minutes à chaque fois. Ou est-ce que vous préférez avoir tout d'un coup je sais pas, en tout cas les bilans ça a l'air d'être les vidéos que vous regardez le plus. Moi je suis pas très étonnée parce que c'est ceux que je préfère aussi, je me rends compte maintenant que les sorties et tout c'est plutôt cool mais qu'en vrai les bilans c'est là où les gens parlent vraiment des livres et je trouve que c'est le plus intéressant. Donc j'hésitais aussi par exemple à arrêter un peu tout ce qui était sorti, book haul, peut-être pas parce que les book hauls c'est quand même assez cool, mais voilà, me concentrer plus vraiment sur des choses que j'ai lues et peut-être faire plus de vidéos autour de, je sais pas, 5 romantaisies super cool, 5 livres qui vont vous faire pleurer, etc. et tout, donc vraiment autour de choses que j'aurais déjà lues, même les années précédentes que j'aurais pu vous faire découvrir. Donc vous me direz ce que vous pensez de cette idée-là. Moi ça me trotte dans la tête depuis un moment déjà parce que typiquement les sorties c'est une vidéo qu'on voit beaucoup. Je suis pas sûre que la mienne amène tant que ça par rapport aux autres. Donc j'hésitais à me focaliser beaucoup plus sur la lecture et donc du coup aussi dédier beaucoup plus de mon temps à ça pour vous parler de livres que j'ai lus plutôt que de vous parler de livres que potentiellement je ne lirai jamais. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye bye.